gratuit par la structure régionale d'appui et donc par l'ARS. Ça fait partie d'une des missions justement de cette structure régionale d'appui que d'améliorer la pertinence des soins. Personnellement, je suis anesthésiste réanimateur et également coordonnateur médical de cette structure régionale d'appui. Et je suis accompagné d'Élodie et de Mélanie, toutes deux ingénieurs qualité qui travaillent donc au réseau santé qualité risque et à la structure régionale d'appui. Alors, la structure régionale d'appui, pour faire un petit peu de pub pour elle, elle a 3 missions: d'analyser, de promouvoir les événements indésirables graves. Et pour tous ceux qui travaillent dans les établissements de santé, n'hésitez pas dans le volet 1 à cocher la petite case demande d'appui. Et dans ce cas-là, la structure vient vous aider à analyser votre événement. La structure régionale d'appui a et continue de travailler beaucoup pour l'aide à la certification et notamment à l'implémentation de la nouvelle certification qui est sortie maintenant il y a 2 ans. Et on a fait beaucoup de webinaires à la fois ciblés, à la fois larges, sur les nouvelles méthodes et la façon d'aborder cette nouvelle certification. Et enfin, la 3e mission, c'est la pertinence des soins. Bien entendu, cette formation est gratuite et ouverte à tout le monde et surtout ouverte aux soignants. Donc, s'il y a des cadres, des encadrants, des directeurs, des présidents de CME qui sont présents, invitez vos soignants à ces webinaires qui sont courts et qui permettent d'ouvrir un petit peu leur horizon sur ce qu'on entend par pertinence. Donc, ça, c'est le premier point. La façon dont, grosso modo, les champs d'application et la législation et l'organisation en France, parce qu'il y a en France des leviers pour essayer d'améliorer la pertinence des soins. Et puis, on va essayer de voir ensemble comment on bâtit une action de pertinence et comment on va au bout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à interrompre. À la fois Élodie et Mélanie feront un stop dans ma présentation. Alors, qu'est-ce qu'on entend par pertinence? Alors, pertinence des soins, c'est une adéquation des soins, actes diagnostiques, thérapeutiques ou préventifs, et des hospitalisations aux besoins des patients. Et toute la question se pose aux alentours de quel est le besoin du patient. Et en fait, la notion de pertinence, elle ajoute à la notion de guérison ou d'amélioration une notion beaucoup plus globale. Et est-ce que ce soin qu'on va lui faire va lui être utile quelque part? Il est demandé par le patient et va lui permettre d'améliorer in fine sa qualité de vie. L'analyse de la pertinence évalue la prescription ou l'utilisation appropriée des soins et des hospitalisations, mais aussi des Christophe, excuse-moi de t'interrompre, je pense que tu as coupé ton micro. Alors, j'ai coupé mon micro, donc j'ai coupé où, je ne sais pas, mais au début… Non, pardon Christophe, c'est moi qui ai fait une fausse manip, pardon. Ah oui, mais si on me fait taire, ça ne va plus le faire. Mais oui, si je fais des blagues, ça ne va pas aller. Voilà, donc je disais que la pertinence des soins, c'était l'adéquation des soins et des hospitalisations, que ce soit dans tous les champs du soin, diagnostic, thérapeutique et prévention, que la pertinence, elle ne s'intéresse pas juste, le malade, il a besoin d'être soigné, c'est est-ce que ce soin va lui porter bénéfice dans sa vie de tous les jours et dans sa qualité de vie. Et quand je mets les actes de prévention et je mets notre personnel, on a eu tout un débat depuis maintenant 2 ans au sujet de la vaccination, pertinence de celle-ci et tout ce qui court autour. Améliorer la pertinence des soins et des hospitalisations, ça permet de renforcer la qualité, la sécurité et l'efficience de la prise en charge des patients. Et ça permet aussi d'offrir beaucoup plus de soins à une même population. Par exemple, la pertinence d'aller aux urgences pour le moindre bobo fait que ça embouteille les urgences et ça fait que les patients qui ont réellement besoin d'aller aux urgences se retrouvent avec des difficultés. Voilà un exemple, par exemple, de la pertinence d'aller consulter aux urgences. Alors, cette histoire de pertinence, elle n'est pas d'aujourd'hui, mais elle n'est pas si vieille que ça. Elle est née
On la voit apparaître dans les années 80, notamment par la Rand Corporation, qui est une association qui se présente en Californie et qui commence à dire que dans le soin, le bénéfice doit être supérieur au risque et, notion quand même particulière, surtout aux États-Unis, indépendant du coût. Donc, la pertinence du soin, certes, elle doit vous faire faire des économies de santé au sens large, mais elle peut aussi coûter plus cher dans certaines situations. Donc, elle doit être indépendante du coût financier. Le coût financier ne doit pas rentrer en compte dans l'analyse de la pertinence. Voilà. Et c'est un point important qu'il faut garder en tête. La National Health, donc en Angleterre en 80, au Royaume-Uni 93, elle dit que l'information et le choix du patient doivent être respectés parmi toutes les possibilités possibles. Et là, on voit que la pertinence du soin, c'est pas simplement monsieur, vous devez être opéré de ceci, c'est monsieur, vous avez plusieurs possibilités. La pertinence des soins, c'est quelque chose qui ouvre les possibilités, pas quelque chose qui les ferme. 2003, ordonnance du 4 septembre, là en France, dans les choses qui sont un petit peu indirectement liées à l'abord de la pertinence, c'est qu'on passe d'une logique de planification de moyens, c'est-à-dire qu'avant, dans les années 90, vous aviez des budgets globaux, c'est-à-dire que l'hôpital, il faisait ce qu'il faisait. Quand il arrivait au bout de l'année, s'il lui restait des sous, il faisait tourner les voitures dans la cour pour user les sous jusqu'au bout, histoire d'avoir le même budget l'année suivante. Et s'il n'avait plus de sous, il arrêtait d'opérer. Donc, grosso modo, cette logique de planification, elle a été abandonnée pour une planification des besoins et donc ce que vous connaissez à l'heure actuelle, c'est-à-dire la tarification à l'activité, la T2A, qui a des bons côtés, qui a des mauvais côtés, on les connaît tous, mais elle a des bons côtés également. Et cette T2A, si elle était appliquée de façon tout à fait correcte et non pas totalement détournée, ce que savent bien faire les Français quand il y a des choses qui ne leur plaisent pas, elle est aussi, la T2A, un vrai moteur de la pertinence des soins. Ça a permis également, cette ordonnance, de normaliser les moyens sur l'ensemble du territoire et vous verrez que la pertinence des soins dans certains actes est totalement disparate en fonction du territoire. Et normalement, ça aurait dû, mais ce n'est pas le cas, diminuer l'impact de l'offre de soins, c'est-à-dire vous avez 20 gastro-entérologues dans un petit secteur, vous allez avoir une augmentation du nombre de coloscopies, alors que dans un autre secteur, vous allez avoir qu'un seul gastro-entérologue, vous allez avoir des coloscopies qui vont être extrêmement bien discutées. Et donc, l'autre point majeur qui contribue à cette pertinence des soins, c'est qu'on passe d'un patient qui subissait un petit peu le soin, un peu infantilisé, à un patient qui devient maintenant désormais, et qu'on souhaite, acteur de sa pathologie, avec l'entrée dans le jeu forcément des associations de patients. Et vous savez tous, pour ceux qui sont engagés dans la nouvelle certification, c'est qu'il y a une case assez importante sur la place des représentants des usagers et également sur la pertinence dans l'évaluation du soin rendu aux patients. Et dans les grilles Calista, clairement, il y a toujours, est-ce que le patient a été informé de la pathologie, des propositions, est-ce qu'il est entièrement d'accord, est-ce qu'il a participé au choix? Ça, c'est des questions que les experts visiteurs vont rechercher quand ils vont venir vous évaluer lors de la certification. Donc voilà un petit peu le cheminement historique. En 40 ans, on est passé d'un patient qui venait à l'hôpital, on lui disait « Monsieur, il faut vous opérer de ça ». Et comme le médecin était tout puissant, le patient disait « Oui, je me fais opérer ». À un patient à qui maintenant on lui dit « Monsieur, ce qu'on peut vous proposer parmi l'ensemble des techniques pour votre pathologie, c'est cela. Ce n'est pas une obligation. Qu'en pensez-vous? Êtes-vous d'accord ?» Et ça permet aussi d'aborder tout ce qui est sécurité des soins, complications, risques, éventuellement engagement du patient
pour que sa prise en charge de sa pathologie soit meilleure que celle d'un patient qui subit en disant bah, je dois faire ça, plutôt qu'un patient qui dit bah oui, je sais que c'est ce qu'il faut que je fasse pour que ça aille mieux. Alors, d'un point de vue médical, la pertinence des soins, on est essentiellement souvent réduit à une analyse bénéfice-risque, c'est-à-dire qu'on dit que le bénéfice attendu à une procédure doit être ou doit dépasser les conséquences négatives attendues. Donc, les conséquences négatives attendues, morbidité, mortalité, anxiété, douleur, temps perdu, et ce, avec une marge suffisante. Il manque un grand point dans la pertinence, et dans la pertinence du point de vue médical, c'est que l'environnement du patient compte aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le soin lui-même, c'est-à-dire que vous faites par exemple, bon, c'est un petit peu mon domaine, une transplantation cardiaque à un patient de 60 ans, effectivement, les risques et son état général font que le bénéfice attendu de cette transplantation sera supérieur au risque qu'on va prendre, sachant quand même que la transplantation cardiaque, c'est 15% de mortalité à un an. Clairement, sur le plan médical, on aura fait ce qu'on appelle, nous, une pertinence des soins. Sauf que on a oublié de dire que ce patient était en centre d'aide par le traitement, qu'il était psychotique, que de temps en temps, il jetait ses médicaments, il ne voulait pas les prendre. Et auquel cas, vous vous retrouvez avec l'environnement du patient. Est-ce que vous allez garantir que ce patient prenne régulièrement ses anti-rejets? Et donc, dans la pertinence du soin, vous avez cet environnement du patient. Pour donner un exemple, ou bien l'environnement socio-économique. Est-ce qu'il aura la capacité d'aller chercher ses médicaments? Est-ce qu'il aura l'argent pour avancer une mutuelle? Enfin, il y a des tas de choses comme ça qui peuvent rentrer en compte. Et donc, cette pertinence des soins, elle est là pour respecter ces 4 principes éthiques qui sont fondamentaux. La bienfaisance, faire un acte qui soit efficace et utile. La non-malfaisance, c'est qu'en faisant cet acte, vous soyez sûr de ne pas entraîner une iatrogénie ou bien de faire cet acte de façon inutile. Que cet acte que vous allez faire améliore et permette de garder l'autonomie des patients, donc ce qui fait que il est nécessaire d'avoir une information et une décision partagée. Et enfin, en faisant ça, vous assurez, entre guillemets, une bonne utilisation des ressources soignantes et vous permettez ainsi ce qu'on appelle une justice sociale, c'est-à-dire que tout le monde peut accéder aux mêmes soins en France. On appelle une justice distributive et non pas une population relativement huppée capable de payer des soins très chers et de les avoir, et une autre population qui se retrouve sans soins parce que justement ces soins sont détournés par l'autre partie de la population. Alors, grosso modo, pour essayer de résumer un petit peu, un soin est qualifié de pertinent. Si ces symptômes sont l'état physique du patient, les résultats des tests indique qu'il devrait bénéficier d'un traitement donné. Si ce traitement donné est conforme aux données actuelles de la science, et là on est dans tout ce qu'on appelle evidence-based medicine, et c'est pour ça que la pertinence des soins évolue. Si on prend la pertinence, par exemple, au niveau de la décontamination des voies veineuses, on était à 4 temps, on est passé à 2 temps, les choses bougent. Bon, vous voyez, la pertinence des soins, c'est quelque chose qui n'est pas gravé dans le marbre, c'est quelque chose qui peut bouger. D'où, notamment, si vous souhaitez vous engager vraiment dans de la pertinence des soins au sein de vos institutions, c'est quelque chose qui doit être piloté, planifié. Vous ne pouvez pas dire un jour je fais de la pertinence des soins, oui, il n'y a pas de problème, ça roule. Non, non, c'est quelque chose qui doit être structuré si vous voulez que ça dure dans le temps et que ce soit correctement fait. Il faut que ce soit dispensé en adéquation avec les besoins du patient, donc ça veut dire qu'on ait pris en compte l'environnement social, l'échange d'objectivité, une décision qui est prise de façon tout à fait objective et assumée par le patient. Et puis, bien entendu, les bénéfices doivent dépasser les risques. Ça, c'est clairement comme ça. En pratique, c'est la bonne intervention de santé au bon moment, au bon endroit pour le bon patient dans son environnement. Voilà.
et ce qui permet des dépenses à bon escient et équitables. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, même si ça coûte plus cher, ben, ça coûte plus cher. Voilà. Donc, il n'y a pas voilà. Mais en règle générale, si vous êtes pertinent, même si vous avez des pertinences qui vont coûter plus cher, vous allez tellement gagner sur d'autres pertinences de soins que vous allez forcément, au final, avoir une balance financière qui sera positive en faisant de la pertinence. Donc ça, c'est pour rassurer vos directeurs financiers quand vous partez sur des programmes de pertinence. Enfin, et je viens de l'évoquer, cette notion de pertinence, elle est évolutive et des choses qu'on pensait être pertinentes il y a quelque temps ne le sont plus parce que les choses ont évolué, parce qu'il y a eu des études, parce qu'on a réfléchi. Par exemple, un exemple tout à fait récent, on a toujours plus ou moins humidifier l'oxygène qu'on donne aux malades quand on donne entre 2 et 3 litres. Et puis, l'amélioration des techniques. Au départ, moi, j'ai connu des petits biberons qu'on remplissait plus ou moins avec de l'eau stérile et qu'on mettait sur les sondes d'oxygène. Et puis, avec la société de consommation, on a dit, oh, les biberons, laissez tomber, on va mettre des aquapacks. Donc, on a des systèmes à usage unique qui coûtent cher, qui ont un bilan carbone désastreux et qui, là, sont en rupture de stock. Et donc, là, on est en train de réfléchir en disant, mais au fait, est-ce que c'est pertinent d'humidifier de l'oxygène jusque 3-4 litres minute? Et quand on regarde, en fait, il n'y a aucun intérêt à humidifier de l'oxygène quand on est dans des débits inférieurs à 5 litres minute. Donc, on est en train de réfléchir et de se dire, est-il pertinent de… Ben, visiblement non, et donc on fera un retour en arrière. Bien entendu, ce retour en arrière, on va regarder ce que ça donne, et si certains patients qui ont une administration très prolongée d'oxygène se retrouvent avec des lésions, à ce moment-là, peut-être qu'on réfléchira à l'humidification des gaz si besoin et selon peut-être certaines indications. Voilà, donc ça c'est un petit peu la notion évolutive aussi, une pertinence qui est vraie il y a 1 an ou 2 ans peut ne plus l'être vraie 2 ans plus tard. Le champ d'application de la pertinence, eh bien, la pertinence dans les milieux de santé, elle est partout quand on commence à regarder. Alors, tout le monde pense tout de suite à la pertinence des actes. Et c'est un petit peu là-dessus que le législateur, le gouvernement, les institutions se sont éminemment penchés. On verra tout à l'heure avec l'Atlas. La pertinence des actes, est-ce qu'il est bien de faire un canal carpien, une appendicectomie, des césariennes, voilà. La pertinence des vaccins, la pertinence des diagnostics. Alors vous voyez à chaque fois, je vous mets en relation avec ce qu'on vient de vivre depuis 2 ans et la Covid, hein. Voilà. La pertinence des actes thérapeutiques, on peut mettre l'accès à l'AREA également, donc tout ça, la pertinence des actes, c'est quelque chose qui parle tout de suite. Il faut faire ou il ne faut pas faire. Est-ce qu'il y a un intérêt ou pas? La pertinence des prescriptions, ça aussi, est-ce qu'il faut mettre autant de médicaments sur une ordonnance? Est-ce que c'est intelligent? Certains pharmacologues de grande réputation disent qu'au-delà de 4 médicaments sur une ordonnance, on ne sait plus du tout ce qu'on fait en termes de pharmacocinétique, peut-être les croire aussi. Est-ce que les patients sont capables de manger 10 pilules en même temps? Donc tout ça, ça se réfléchit. Est-ce que tous les médicaments qu'on doit donner théoriquement pour une pathologie ont la même puissance et le même effet, hein, on est en train de remettre en cause un petit peu les statines de façon générale. Bon, il y a des choses qui arrivent. Donc les prescriptions, la pertinence des prescriptions et de ce qu'on couche sur l'ordonnance est quand même relativement importante. Et la durée aussi des prescriptions. Très bien que, par exemple, on va mettre en route un traitement en disant, voilà, c'est un traitement, on va prendre des benzodiazépines, ou c'est un traitement qui doit être de courte durée, inférieur à 15 jours, et puis on voit que ces prescriptions sont maintenues sur le long terme. Donc, la pertinence des prescriptions, la pertinence des examens, que ce soit des examens de biologie, des examens de radiologie, on l'aura peut-être un petit peu tout à l'heure, ça aussi, ça peut faire l'objet
d'une action et d'une recherche de pertinence. Est-ce qu'il est logique de demander 3 gaz du sang en 2 heures? Bon, voilà, j'exagère, mais c'était un petit peu ce qu'on faisait nous. Il y a encore une trentaine d'années en réanimation, quand on voulait extuber rapidement un malade, on faisait des gaz du sang en répétition. Et le personnel qui avait pris ce pli, quand vous basculez sur une autre façon de travailler, ben, ça demande un gros travail d'explication, de compréhension pour éviter justement de retomber dans le travers des gaz du sang, par exemple, répétés. Voilà, cette pertinence, elle peut être aussi sur la logique, la filière, le parcours, la coopération, voilà. Donc, on a un champ qui est très, très large sur l'utilisation ou sur ce qu'on nomme la pertinence des soins. Et puis, il y a aussi des prestations annexes qui ne sont pas forcément du soin, mais qui font l'objet quand même d'un regard très particulier, notamment par la caisse d'assurance maladie, sont les pertinences du transport. Hein, et si vous êtes un petit peu impliqué dans vos institutions, vous savez que régulièrement, l'institution a un petit peu les chiffres de ce qui est fait en termes de transport demandé et de regard par la caisse d'assurance maladie. Je vous rassure, ça fait 15 ans que ça dure et on n'a toujours pas progressé. Alors, pourquoi cette notion? Pour donner des éléments pour essayer de convaincre encore plus, hein, eh bien, on sait très bien que dans le domaine du soin, on a ce qu'on appelle de l'overuse, une utilisation trop importante, notamment des gestes inutiles. Et ces gestes inutiles, ben, forcément, ils entraînent des risques et ces risques sont augmentés plus vous les faites. Donc, ce n'est pas qu'une pression économique de diminuer ce type de gestes, mais c'est aussi de diminuer les événements indésirables qui vont avec. Ça, c'est le premier point. On sait aussi, et cette notion est vraie aussi, si vous faites de la pertinence des soins, vous allez aussi remettre dans le bon parcours, dans le bon soin certains malades qui n'ont pas accès et pour lesquels on a une sous-utilisation des moyens. Par exemple, et ça a été vraiment un gros travail qui a été réalisé grâce notamment à ce qu'on appelle les IQSS ou les IFAS, hein, les indicateurs de l'HAS, au niveau de l'infarctus. Au niveau de l'infarctus, l'HAS a mis en place des indicateurs parce qu'on s'est rendu compte dans les années 2010 qu'il y avait à peu près 40% des patients qui avaient fait un infarctus à l'hôpital et qui sortaient sans les traitements recommandés, c'est-à-dire sans bêta-bloquant, sans IEC, et avec des fois sans antiagrégants. Et le fait d'avoir mis ces indicateurs font que maintenant, grosso modo, tous les patients qui font un infarctus ressortent avec au minimum un traitement associant bêta-bloquant, IEC et antiagrégants. Et si jamais les antiagrégants, les IEC, les bêta-bloquants ne sont pas prescrits aux patients, vous avez la raison pour laquelle ils n'ont pas été prescrits. Donc, cette sous-utilisation peut aussi faire partie d'actions de pertinence des soins. Et puis après, vous avez des mauvaises utilisations. Ce n'est pas des surutilisations des sous, c'est vraiment des trucs qui servent à rien. Et moi, j'ai connu, quand j'ai commencé, maintenant il y a très longtemps, une époque où on faisait à tous les traumatisés crâniens une radio de crâne. Alors, exceptionnellement, elle montrait une fracture, mais elle ne montrait pas du tout ce qui se passait en dessous. Et maintenant, la radio de crâne a complètement été abandonnée au profit d'un scanner ou d'une IRM quand celle-ci se justifie. Il ne faut pas qu'on passe dans l'overuse, c'est-à-dire tout traumatisé crânien doit avoir une IRM, par exemple. Là aussi, cette notion de pertinence est relativement importante. Alors, en France, qu'est-ce qui va un petit peu inciter les soignants à réaliser de la pertinence? Vous avez un comité de pilotage national, on va voir de quoi il est composé. En national, vous avez un comité de pilotage, vous allez avoir l'HAS, vous allez avoir la caisse d'assurance maladie, vous allez avoir la TIH, voilà. En régional, vous avez également une structure qui s'appelle l'IRAPS, qui est la structure qui va gérer la pertinence des soins en régional. Et le régional va choisir
ces types de pertinence par rapport à ce qui est proposé par le national. Et vous avez la structure régionale d'appui qui est aussi là pour aider à la mise en place de la pertinence des soins. Les établissements, eux aussi, ont des éléments qui vont être moteurs pour justement la mise en place de la pertinence des soins, et ça va être la certification qui fait une part maintenant quand même alliée à la pertinence des soins. Alors, elle n'est pas prioritaire, c'est-à-dire que ce n'est pas elle qui va faire tomber un établissement ou créer une fiche anomalie, mais elle y est. Elle a déjà au moins la vertu d'exister. Et puis, vous avez aussi d'autres choses qui peuvent contraindre un établissement, notamment ce sont les contrats qu'on appelle les CAQES, les contrats d'amélioration de la qualité et de l'efficience au niveau des établissements. Et dans ces contrats, vous avez aussi forcément une notion de pertinence qui va apparaître, ou bien vous avez, par le biais de l'IRAPS, donc de la structure de pertinence régionale, aussi des plans qui s'appellent les PAPRAPS, peu importe, des plans qui sont chargés de cibler certaines actions de pertinence. Par exemple, dans la région Hauts-de-France, les actions de pertinence s'intéressent essentiellement à la chirurgie veineuse des varices, bonnes indications, voilà, et les établissements qui en pratiquent le plus sont régulièrement interrogés, voire audités par la caisse la caisse régionale d'assurance maladie au titre de l'IRAPS pour voir si effectivement les indications de chirurgie veineuse sont correctement posées. Pareil pour les thyroïdectomies, on est dans le même cadre où on a des audits réguliers par les caisses régionales d'assurance maladie pour s'assurer que les thyroïdectomies, par exemple, sont bien réalisées en fonction des indications classiques et connues et qu'on n'a pas un peu de gestes par excès. Enfin, en dehors des établissements, chaque spécialité médicale, voire infirmière, a ses recommandations formulées d'experts, ses guidelines qui tentent à gérer, à indiquer au mieux certaines façons de procéder. Et donc ça fait aussi partie de la pertinence. Et mettre en place des recommandations au sein d'un établissement, c'est une action de pertinence parce que vous collez au mieux à ce qui est demandé par la science à l'année où vous mettez en place votre pertinence, en sachant qu'il va falloir ensuite régulièrement revoir quand de nouvelles recommandations sortent pour vous mettre au goût du jour. Voilà. Par spécialité, on voit arriver maintenant la certification des médecins. Je ne l'ai pas mis là sur le diaporama, mais j'aurais dû le mettre. On voit arriver les certifications des professionnels qui vont imposer aux professionnels de réfléchir sur leur façon de travailler, leur mise à jour et leur formation continue, mais également sur les événements indésirables et également sur la pertinence des soins. Donc, on a des structures qui permettent d'avancer en France. La structure nationale, je vous l'ai dit, elle est composée de l'ATIH, qui, elle, va permettre de donner les données, de fournir une cartographie, par exemple, on verra juste après, des actes réalisés en France. Vous avez l'HAS qui, elle, est un petit peu le référentiel scientifique, qui va permettre de dire la bonne pertinence pour ce type d'acte, c'est celle-là. Vous avez la Caisse nationale d'assurance maladie qui, c'est elle le payeur, logiquement, va dire moi, je vais m'assurer que les professionnels suivent les recommandations de l'HAS. Et puis, à côté de ça, vous avez quand même un comité technique national de pairs, de soignants, de gens de terrain qui permettent de dire si ce qui est proposé par l'HAS est validé par la Caisse nationale d'assurance maladie, est effectivement quelque chose qui a du sens et qui est applicable sur le terrain. On va faire de la pertinence ou proposer des recommandations qui soient inapplicables non plus. Donc, il y a un certain sens dans ce comité de pilotage national. Alors, un petit exemple.
pour vous mettre un petit peu une idée. Donc là, je vais vous mettre en... l'atlas des variations de pratiques médicales. Alors, je pense que vous le voyez là, voilà. J'aimerais bien enlever ce truc-là, voilà. Donc, cet atlas, il a été fait en 2016. Il s'est intéressé à la variation des pratiques médicales pour 10 interventions chirurgicales en France. Alors, qu'est-ce qu'il montre, cet atlas? On va avancer un petit peu. Il est relativement intéressant, donc ceux qui veulent l'obtenir, il est en libre sur Internet ou on peut vous l'envoyer par mail, il n'y a aucun problème. Voilà, donc il vous donne les régions, les pratiques médicales. Il s'est intéressé, par exemple, à la fracture de hanche. Il dit, voilà, on va regarder un petit peu si en France, il y a plus de fractures de hanche dans un secteur que dans un autre. Et là, vous voyez, par exemple, en Bordeaux, vous voyez que dans le Haut-Rhin, les fractures de hanche sont plus importantes, tout comme ici, dans le département qui est au-dessus des Bouches-du-Rhône, qui doit être le Vaucluse. Vous avez une augmentation des fractures de hanche. Ça permet aussi d'aller chercher des facteurs qui peuvent expliquer ça. Et puis vous avez des départements où visiblement, voilà, les fractures de hanche sont moins importantes. Ça permet, comme on sait que les fractures de hanche sont reliées à l'ostéoporose, de se dire, bon, peut-être que dans certains secteurs, la prise en charge rhumatologique, la prise en charge de l'ostéoporose est peut-être moins bonne que dans ces secteurs-là. Donc voilà un des intérêts de cet atlas. On va aller sur des choses qui sont beaucoup moins discutables que la fracture de hanche, parce que bon, la chute des patients, c'est la chute des patients. Si on regarde les amygdalectomies, l'amygdalectomie, bon, moi j'ai pas eu de chance, en 65, on enlevait les amygdales de tous les enfants, donc j'y suis passé. Mais maintenant, c'est tout à fait terminé. On enlève les amygdales pour deux bonnes raisons, soit parce qu'on a des troubles du sommeil chez les enfants et des ronflements qui font qu'on a des amygdales proéminentes, un mauvais sommeil et tout ce qui va avec, ou bien parce qu'on a des amygdales qui ont des surinfections fréquentes et des phlegmons et des risques de cellulite relativement importants. Quand on regarde en France en 2016, alors que ces recommandations existaient déjà, vous voyez qu'il y a des régions, alors le nord de la France, et pourquoi plus le nord que le Pas-de-Calais, c'est le même climat, grosso modo, on pourrait dire c'est le climat, mais ça n'a pas l'air d'être trop le climat. Puis vous avez la région, centre, vous avez un petit peu du Bas-Rhin, on pourrait comprendre, c'est peut-être un petit peu le même climat que le nord, et vous avez des zones où il n'y a pas du tout ce climat-là. Donc vous voyez qu'il y a une disparité, c'est-à-dire que probablement il y a des indications d'amygdalectomie dans ces régions à fort taux d'amygdalectomie qui dérivent un petit peu des indications classiques. Alors que vous avez des régions qui, elles, sont totalement, avec des taux d'amygdalectomie relativement bas. Alors, les Alpes de Haute-Provence, ça peut peut-être se comprendre, ou les Hautes-Alpes, dans la mesure où on a un temps sec, c'est un climat plus important. Mais quand vous êtes ici, dans la Creuse ou dans le Cantal ou dans les pays du centre du Massif central, vous avez un petit peu plus de mal à comprendre pourquoi il y a moins d'amygdalectomie. Donc, on est vraiment dans des écarts qui sont liés probablement à une mauvaise pertinence de l'indication d'amygdalectomie. Enfin, pour finir, je vais prendre le dernier exemple, non pas les appendicites. Et donc, l'avantage de cet atlas, c'est qu'il vous explique bien aussi pourquoi on opère, quelles sont les indications. Si on prend la césarienne, là, vous savez que c'est un grand combat dans les maternités depuis maintenant une quinzaine d'années, c'est de limiter le taux de césarienne. Et normalement, on estime qu'une maternité correcte, elle a un taux de césarienne aux alentours de 15 à 20% de césarienne. Et vous voyez que, comme par hasard, dans certaines cliniques UP de la couronne parisienne, vous avez un taux de césarienne relativement élevé. Ce taux, il s'explique probablement par des césariennes, qu'on va dire, politiquement correctes, pour parler de celle de Rachida Dati. Voilà donc un petit peu la question
de la pertinence des soins, du rôle de ce comité national. Ce comité national, il a un rôle essentiellement sur les actes médicaux, mais il n'est pas dans la pertinence qu'on pourrait faire tous les jours au niveau des établissements sur la pertinence des bilans, des sondes urinaires et des choses comme ça. Je vais reprendre mon diaporama. Voilà, donc là, pour cet atlas, n'hésitez pas si vous le voulez, hein, on vous l'envoie par mail. Donc, en région, je vous ai dit, c'était l'IRAPS, hein, le comité régional pour la pertinence des soins, qui détermine un plan pluriannuel. Là aussi, cet IRAPS détermine un plan et on s'intéresse essentiellement aux actes médicaux. Bon, l'IRAPS a aussi fortement poussé pour le virage ambulatoire et mieux adapter les prises en charge en établissement de ville, de façon à améliorer l'offre hospitalière en libérant l'hôpital de patients qui n'avaient pas grand-chose à y faire ou dont notamment l'hôpital ne servait pas à grand-chose, si ce n'est qu'à leur mettre des événements indésirables. Politiquement, ça masquait aussi une politique de réduction des lits qu'on commence à remettre en cause. Donc, il n'y avait pas que de la qualité, mais il y avait aussi ce qui n'est pas le cas, ce qui ne doit pas rentrer dans le compte de la pertinence, une volonté de faire des économies de santé. Il y a aussi un effort sur les médicaments et notamment la pertinence d'utiliser les génériques. Là, c'est une pertinence effectivement financière, mais qui n'impacte pas la qualité du soin. Donc, elle est logique qu'elle arrive là, même si ce n'est pas vraiment une pertinence telle que je l'entends, puisqu'il y a une notion financière associée. Et puis, améliorer la pertinence et le bon usage des soins en ville à l'hôpital, et notamment la charnière et la coopération, la transmission ville-hôpital. Le cadre national, j'en ai parlé. En établissement, j'en ai parlé aussi. Il y a beaucoup d'occasions de lancer la pertinence. On la trouve un peu partout et elle devrait quand même commencer à prendre son essor. On commence à la voir arriver dans les établissements, mais il y a aussi également beaucoup de réticence des soignants à appliquer des choses qu'on leur impose un petit peu. C'est souvent le problème. Quand on vient avec une recommandation qu'on dit bon ben maintenant vous laissez tomber les IPP, c'est plus la peine de mettre des antiacides aux patients, ça sert à rien. Alors que pendant des années on a dit aux soignants il faut mettre des IPP, donc c'est très difficile. Et là il faut vraiment accompagner, un petit peu comment on met en place une action de pertinence. Il faut vraiment accompagner auprès des soignants ces actions de pertinence. La certification, j'en ai parlé. Voilà un petit peu le rôle de la certification. Et par exemple, ici, je vous ai mis clairement la fiche dont disposent les experts visiteurs pour évaluer, et qui est dans le manuel de certification. Évaluation de la culture de pertinence. Donc, évaluer la capacité de l'équipe à s'appuyer sur les expertises. Donc, on voit là le recours à la notion d'expert aux recommandations individuelles, collectives, connaissances scientifiques, recommandations de bonnes pratiques, éventuellement retour d'expérience à l'intérieur du service, on peut l'associer à ça. Deuxième point, est-ce qu'on retrouve la balance bénéfice-risque? Voilà. Et troisième point, est-ce qu'on retrouve le souhait du patient? Donc, on voit clairement le souhait, l'environnement du patient, voilà, pour le choix, et les alternatives thérapeutiques. Voilà. Alors, pour augmenter les choix cliniques et évaluer leur pertinence sur la base des résultats, la satisfaction et de l'expérience de la prise en charge. Donc, il y a un premier côté pertinence avant le soin
il y a un deuxième côté, et maintenant qu'on a fait cette pertinence, ben, il faut l'évaluer. Donc, qu'est-ce que ça a donné pour le patient? Est-ce qu'on a une idée de sa satisfaction? Est-ce qu'on a une idée de son retour? Et est-ce qu'on peut prendre en compte des fois son expérience pour modifier un petit peu les choses en disant, ben, moi j'ai été opéré selon telle technique, mais vous savez, il y a tels inconvénients, j'aimerais bien que voilà, on le prenne en compte. Ça, c'est quelque chose qu'on a vu par exemple dans la chirurgie de la prostate. On sait très bien que pour nous les hommes, cette chirurgie, notamment par voie haute, entraîne des problèmes ensuite sexuels qui peuvent être relativement gênants, ils ne sont pas mortels, hein, mais qui peuvent être gênants pour le patient. Et le retour d'expérience fait que cette chirurgie de prostate, elle est progressivement améliorée. Et s'il y a une trentaine d'années, on n'ait aucune garde à ces phénomènes-là, maintenant on en est à de la chirurgie de prostate sous robot, même si on sait que c'est un peu plus long, parce qu'on sait que sous robot, on peut largement limiter ces effets sur la fonction sexuelle des patients. Donc voilà, retour d'expérience, expérience de prise en charge, tout ça, ça a un rôle relativement important de vérifier un petit peu quand on a fait une action de pertinence, si effectivement derrière il y a le retour du patient, on le prend en compte, ça fait partie aussi, entre guillemets, de l'action de pertinence. Et puis l'autre plan, donc là on est sur le plan du patient, il y a aussi un rôle de l'équipe à se dire tiens, on a fait autant de choses, donc résultat clinique, et donc pour l'équipe c'est apprendre l'analyse de ces pratiques, identifier les écarts, dire bon, bah, on a voulu faire ça, mais finalement, donc c'est tout ce qui est revue des pratiques et ce qu'on va appeler revue de pertinence des pratiques, les RCP, les indicateurs qu'on va mettre en place et éventuellement les actions qu'on peut mettre en place, notamment sous forme de PP ou de développement professionnel. Alors, les types de pertinence et les méthodes. Quand on veut faire de la pertinence, il faut choisir son sujet. Alors, ça, c'est le choix du sujet, sur quoi vous voulez faire de la pertinence. Par exemple, si vous voulez faire de la pertinence sur, voilà, je veux plus mettre de sonde, enfin, je veux avoir une bonne indication des sondes vésicales dans le service dans lequel je travaille. Donc, vous allez rechercher un petit peu si vous avez dans la littérature, dans la pratique de tous les jours, dans d'autres services avec lesquels vous pouvez comparer, de dire, bon ben voilà, chez qui doit-on mettre une sonde vésicale, chez qui on n'est pas... voilà, donc vous allez chercher des recommandations explicites, reconnues, et des choses qui sont stables. Il ne faut pas partir dans la nouveauté, parce que là, vous risquez de faire marche arrière très très vite. Et il faut agir contre la non-pertinence, il faut que ça ait du sens. Donc si vous faites de la sonde vésicale, ça a du sens, parce que la sonde vésicale, c'est quelque chose de relativement avilisant, même si pour nous soignants, c'est quelque chose de commun. C'est quelque chose qui limite la mobilisation des malades. C'est quelque chose qui est une porte d'entrée sur le plan infectieux. C'est quelque chose qui peut entraîner à distance des troubles de la miction. Donc, poser une sonde vésicale, même si moi, le premier, j'en ai demandé des milliers et des cents, c'est quelque chose qui nécessite d'y réfléchir. Et c'est quelque chose qu'il faut faire comprendre aussi aux prescripteurs. Voilà. Donc, souvent, on a un hiatus avec les prescripteurs chez qui ils ont lu, quand ils ont préparé l'internat, sonde vésicale obligatoire. Voilà. Donc, après, vous avez du mal à travailler là-dessus, mais c'est le rôle justement d'une action de pertinence. Alors, je vais parler de la sonde vésicale, mais vous avez plein de possibilités au sein de vos structures. La pertinence des prescriptions médicamenteuses et de leur durée. Par exemple, vous savez que pour l'antibiothérapie et notamment la certification, il est demandé effectivement de mettre en route une antibiothérapie, d'avoir une réévaluation à 48 heures, ce qui a du sens parce que souvent à 48 heures,
on a recueilli le germe en cause. Si on ne l'a pas au départ, on met une antibiothérapie qui est, entre guillemets, empirique. À 48 heures, très souvent, on a un germe et on peut réadapter l'antibiothérapie. Réadapter, ça veut dire peut-être changer pour une molécule un peu moins, un peu plus ciblée, peut-être aussi revoir la durée de prescription et permettre ainsi d'améliorer, grosso modo, l'utilisation des antibiotiques, le temps de perfusion des malades, le relais per-os. Et vous voyez, je n'ai même pas parlé d'environnement bactérien. Et on sait que aussi, on va travailler sur l'environnement bactérien. Pareil pour les examens de biologie, j'en ai déjà parlé. La pertinence des actes, clairement, prise en charge médicamenteuse, prise en charge médicale, prise en charge chirurgicale, radiologique, les actes diagnostiques. Est-ce qu'il vaut mieux faire un scanner cérébral qu'une IRM? On voit des malades qui ont un scanner cérébral et IRM cérébral. C'est un petit peu dommage. Il y a peut-être des fois où un seul des deux suffit et ça libérerait une place, notamment en IRM, quand c'est nécessaire, vu que l'accès à l'IRM, entre guillemets, est quand même relativement difficile. La pertinence des actes interventionnels, maintenant en interventionnel, il faut avouer, les gestes sont beaucoup moins lourds. Donc on peut proposer de la chirurgie interventionnelle à tout le monde. On a vu ce boom en chirurgie valvulaire aortique où maintenant, il n'est pas rare de mettre en place une valve aortique à 94, 95 ans. Voilà. Pourquoi? Parce que le geste en lui-même est relativement simple. Il n'y a plus besoin de passer par une ouverture cutanée. Voilà. Mais cela demande néanmoins de réfléchir. Est-ce que ce geste va apporter quelque chose à ce patient de 94 ans? Voilà. Donc, c'est là où la pertinence des actes prend tout son sens. La pertinence des prestations, est-ce que ce patient, il a besoin de rester à l'hôpital 3 jours? Est-ce qu'il ne peut pas y rester qu'1 jour? Est-ce qu'on ne peut pas faire un relais avec un retour à domicile relativement rapide, ce qui va libérer une place d'hospitalisation, mais ce qui va aussi diminuer le coût de l'hospitalisation, qui va permettre aux patients de se réautonomiser plus vite. Et là, en ce sens-là, vous allez faire ce qu'on appelle la réhabilitation améliorée sans le savoir, rien qu'en mettant le patient à la maison et sans avoir prescrit de kinésithérapie, parce qu'à la maison, il va falloir qu'il se lève pour aller aux toilettes, il va falloir qu'il se bouge pour préparer à manger ou pour aller à table pour manger. Donc voilà, où la pertinence des prestations vient aussi interférer dans la prise en charge des malades. Voilà. A contrario, pas parce que j'ai dit qu'il fallait mettre tous les malades à la maison, il y a ces fois aussi la pertinence, c'est de se dire, ah, ce malade-là chez qui nous, on a l'habitude de faire un retour à domicile tous les jours, celui-là, non. Celui-là, il reste à l'hôpital parce qu'on a tel critère pour le garder à l'hôpital. Donc la pertinence, elle va dans les deux sens. Elle ne va pas que dans le sens de mettre tout le monde dehors, elle va aussi dans le sens de dire, non, non, être pertinent, c'est garder aussi ces malades-là parce qu'on sait que ça n'ira pas à la maison. Donc la pertinence, elle a toujours une vue relativement large. Il y a un objectif qu'on veut atteindre, mais il ne faut pas vouloir l'atteindre à tout prix. Et il faut savoir aussi se mettre des limites dans certains parcours de soins. Voilà, on a la même chose dans la pertinence des prescriptions transfusionnelles. Et là, dans le nouveau manuel de certification et dans les nouvelles règles du décret de transfusion, il est maintenant obligatoire d'avoir la traçabilité, comme quoi le patient a été renseigné sur le fait qu'on l'ait transfusé, le pourquoi de la transfusion et qu'il est d'accord pour cette transfusion. Vous avez aussi maintenant le débit de transfusion qui doit apparaître, le motif de la transfusion qui doit apparaître. Donc, on a réellement maintenant, dans les décrets, beaucoup de notions de pertinence au niveau transfusionnel. Après, on peut être d'accord, pas d'accord, mais au moins, on retrouve la traçabilité dans le dossier d'une transfusion et de pourquoi un patient a eu une transfusion, ce qui n'était pas rare avant de voir un patient qui était transfusé sans qu'on puisse justifier cette transfusion par la lecture du dossier. Et ce qui entraîne des problèmes juridiques ensuite, puisque quand votre patient, entre guillemets, se contamine avec une transfusion et que vous êtes incapable de la justifier, ça devient compliqué après pour défendre les professionnels et les soignants. Donc, conformité des prescriptions, regardez recommandations ou des obligations.
Voilà. L'HAS, elle a une définition de l'analyse de la pertinence. On est toujours dans le choix du sujet. Il faut qu'il y ait une balance entre les bénéfices et les risques. Il faut que la probabilité pour l'intervention d'aboutir au résultat attendu soit forte par rapport à d'autres traitements. Il faut la qualité de l'intervention de santé au regard de standards, la prise en compte des préférences des patients, ce qui implique une information appropriée, et la prise en compte du contexte social. Par exemple, je vais parler pour ma paroisse, en anesthésie, on peut quasiment faire tous les gestes sous anesthésie générale. Il y a très peu de contre-indications à l'anesthésie générale. En revanche, il y a un bon nombre de gestes maintenant qu'on fait sous anesthésie loco-régionale ou sous anesthésie loco-régionale combinée avec des techniques d'hypnose comportementale. Et ben maintenant, dans les consultations d'anesthésie, on en est à proposer aux patients le type d'anesthésie vers lequel ils souhaitent s'orienter. Et quand vous faites une modification brutale avant la chirurgie en disant ou bien que votre collègue n'est pas d'accord avec le type d'intervention prévue qui a été discuté en consultation d'anesthésie avec le patient, vous devez refaire une information et avoir le feu vert de votre patient pour pouvoir modifier cette intervention. Il y a quelques jurisprudences où le juge a considéré que les patients n'avaient pas été correctement informés parce qu'on avait changé de mode d'anesthésie. Quand j'ai commencé l'anesthésie, on ne demandait même pas au patient s'il était d'accord ou pas d'accord. Grosso modo, vous voyez l'évolution en 40 ans qui est quand même relativement importante. Et ça fait partie aussi d'une action de pertinence, notamment dans les services d'anesthésie et réanimation, c'est-à-dire la pertinence du choix de type d'anesthésie qu'on va proposer aux patients. Bon, les modalités. Alors, en pratique, comment bâtir? Donc, je vous ai dit, définir la cible, avoir quelque chose qui est stable avec des normes qui sont reconnues. Et puis, vous allez faire un recueil des recommandations, des normes à l'instant T. Vous allez bâtir une grille, vous allez regarder dans votre service où vous en êtes. Vous allez faire un point de la situation. Où en est-on? Qu'est-ce qu'on fait à l'heure actuelle pour cette action? On peut prendre mes sondes vésicales, on peut prendre la transfusion, on peut prendre des actes chirurgicaux en disant, bon ben voilà, à qui on les propose, voilà. Où en est-on à l'heure actuelle? Vous allez faire ce qu'on appelle donc un audit pour voir un petit peu où vous en êtes. Et puis, vous allez rédiger votre plan d'action. Si à votre audit, vous vous dites, finalement, j'ai fait mon audit, la plupart de mes sondes vésicales, elles sont justifiées, elles rentrent dans le cadre de tout ça, vous n'avez plus grand-chose à faire. Grosso modo, ça veut dire que votre service, il est déjà, sans le savoir, il a fait la pertinence de ces sondes vésicales. Maintenant, si en faisant votre audit, vous voyez qu'il y a des écarts, en fonction de cette évaluation, vous allez pouvoir mettre en place dans votre service ou dans votre institution les recommandations nouvelles et l'action de pertinence. Et vous allez dire, voilà, j'ai fait un audit, j'ai vu que tel type de patient, par exemple, logiquement, il n'aurait pas dû être sondé. Et vous allez aussi aller voir les soignants en disant, mais pourquoi vous l'avez sondé? Peut-être qu'il y a des éléments qui vous échappent. Auquel cas, il faut que ces éléments apparaissent secondairement dans le dossier pour qu'on comprenne un petit peu pourquoi on est arrivé à la pose d'une sonde vésicale, et ça vous aidera quand vous allez évaluer votre action de pertinence secondairement. Vous allez rédiger des actions en disant, bon, vous voyez, là, tel type de patients, ils sont toujours sondés. Ceux-là, j'aimerais bien arriver à quasiment 0 sondage. 0, ce ne sera peut-être pas possible, mais vous allez rédiger cette action et puis bien convaincre l'ensemble des acteurs pour y arriver. Et puis ensuite, secondairement, vous allez faire une seconde évaluation pour voir où vous en êtes, ou bien des évaluations régulières, et regarder un petit peu ce qui coince. Je peux vous donner un exemple vécu il y a une dizaine d'années dans un service d'obstétrique où on a voulu brutalement, parce que
c'était les nouvelles recommandations pour les césariennes, notamment les césariennes réglées. On voulait faire ce qu'on appelait de la réhabilitation rapide, c'est-à-dire que les dames étaient sondées pour le geste de césarienne parce qu'il faut vider la vessie, s'assurer de ne pas faire de plaie vésicale quand on va faire la césarienne. Donc, il y a une indication à sonder. Et on avait décidé qu'à la sortie de la salle de réveil, les dames étaient desondées ou allaient être desondées dans les 6 heures en hospitalisation dès que l'effet de la morphine aura été atténué ou complètement disparu. Et là, on s'est rendu compte que les dames remontaient effectivement sondées à l'étage et que le lendemain, on les retrouvait avec leur sonde vésicale. On avait complètement loupé le fait d'aller expliquer aux infirmières et aux sages-femmes du haut que voilà, c'était comme ça. Maintenant, vous pouvez les désonder, qu'effectivement, un petit nombre, et il faut noter, un petit nombre de femmes allaient devoir être peut-être resondées pour des rétentions urinaires, et que dans ce cas-là, il fallait le noter et qu'on puisse réajuster pour voir s'il y avait des facteurs qui permettaient d'expliquer, mais que le fait de désonder ces dames, ça avait un avantage largement supérieur au fait de garder ces dames sondées jusqu'au lendemain, ce d'autant que le lendemain, on se posait plus de questions et on retirait la sonde vésicale. Donc voilà, quand vous décidez de faire une action sur un acte de soins, diagnostic thérapeutique préventif, il ne faut pas oublier toute la chaîne de mise en place de cette action et tous les acteurs qui vont s'intéresser à cette action pour les convaincre du bien fondé. Et éventuellement, si certains ne sont pas convaincus, leur proposer justement de dire, bah, écoute, tu n'es pas convaincu ou vous n'êtes pas convaincu à cette nouvelle technique, on va essayer. Vous allez noter ce qui ne va pas. Et puis rapidement, on se rend compte que quand on fait ça, bah, effectivement, on peut avoir des fois, on peut des fois se louper, ce qui peut arriver, mais très souvent, si on est dans les normes, dans les recommandations, dans des choses qui sont bien balisées, vous allez avoir au départ quelques petites récriminations, comme toujours, et puis au bout d'un mois ou 2 mois, ben, les gens vont s'être faits, et puis vous n'allez à la limite même plus avoir les événements liés ou les ressondages, si on reprend les ressondages de césarienne, n'allez plus les avoir et ça va être un vrai problème parce que vous n'allez plus avoir d'indicateurs de choses qu'il va falloir éventuellement corriger. Donc, voilà un petit peu comment vous pouvez mettre en place une action de pertinence de façon simple et ça, c'est applicable un petit peu partout. Voilà. J'aime bien toujours discuter un petit peu de cette action de pertinence-là qui est le port du masque. Ça fait 2 ans maintenant, Monsieur Véran, il a fait son mea culpa dans son livre, mais en fait, il y a des questions qu'on ne s'est jamais posées sur ce port du masque. C'est voilà, en quoi le port du masque limite la transfusion, la transmission. Ça va dépendre de la qualité de filtration du masque. On a entendu parler des 2R, des FFP2. Bon, ça va dépendre de la qualité du portage. Si tout le monde le met sous le nez, ou bien le met au cou, le remet sur la bouche, le met au cou, le remet sur la bouche, ce n'est pas la même chose qu'un masque qui ne bouge pas pendant 4 heures et qui est renouvelé régulièrement. Deuxième question, est-ce qu'il faut mettre le masque tout le temps? Est-ce que c'est selon la distance? Si vous arrivez à garder 2 à 3 mètres de distance avec les personnes qui vous entourent, est-ce qu'il est logique de garder un masque? Là aussi, on a très très peu de données. Est-ce que le renouvellement d'air joue également? Est-ce que quand on est dehors ou quand on est confiné, tout ça, pour l'instant, personne n'a de réponse à ça. On sait qu'il y a eu certaines transmissions de Covid dans des restaurants, d'une table à l'autre, mais est-ce que c'était réellement des transmissions ou est-ce qu'il n'y avait pas des gens qui étaient porteurs à la table, porteurs sains? Personne ne sait. Qui doit porter le masque? On a dit au début de la pandémie, bah, les enfants, ce n'est pas la peine parce qu'ils sont plus petits et plus bas, ils ne transmettent pas. Entendu même par un éminent docteur de l'OMS en avril 2020. Bon, donc voilà. Ce port du masque, on n'a toujours pas la bonne règle. Et puis, la dernière question qui a quand même impacté fortement le port du masque, c'est qu'au départ, on n'en avait pas.
hein. Donc, il a bien fallu faire une pertinence qui permette d'accepter le fait qu'on n'ait pas de port du masque. Et si vous vous amusez comme ça à refaire l'histoire du port du masque dans les 2 ans, là, vous voyez qu'on a eu tout et n'importe quoi qu'on a fait passer pour de la pertinence. Donc, il manque un facteur majeur, c'est que là-dedans, on n'a pas scientifiquement l'intérêt du masque. Il est certain pour le FFP2 vis-à-vis du Covid, ça c'est une certitude parce que vu le nombre de gens qui ont travaillé en réanimation lors des premières et deuxièmes vagues, on n'a quasiment pas eu de personnel contaminé par le fait de travailler avec des malades Covid graves dans les premières vagues de réanimation. Donc ça, clairement, le FFP2 marche. Les autres, je ne sais pas du tout quel est leur caractère et c'est un vrai souci parce que ce facteur majeur-là de qualité de limitation de la transmission par des masques type chirurgicaux, voire des masques de tissu, ce qui est encore moins sûr, c'est ça qui fait que le port du masque est intéressant ou pas. Voilà. Et ça, on ne l'a pas. Personne n'est capable de le donner. On sait que ça marche pour la grippe, parce que vu les 2 années qu'on a passées quasiment sans épisode de grippe, parce qu'on avait un port du masque, ça clairement, on sait que pour la grippe, ça marche. Voilà. Donc, établir la règle pertinente du port du masque dans la période Covid, pour l'instant, on est toujours incapable de le faire. Et il est probable que l'attitude qu'on a maintenant est peut-être une attitude trop laxiste aussi. Ça, on le verra dans les mois qui viennent. Voilà. En résumé, une cible, la pertinence, c'est ce qu'on veut atteindre comme objectif. Et cette pertinence, elle se base sur des référentiels. Ça, c'est fondamental. Avec des choses qui sont fermes. Et c'est ça c'est là-dessus que vous allez vous appuyer pour communiquer auprès de vos études. Elle se base également sur un état des lieux, sur une phase d'implémentation des nouvelles règles, des mesures. Donc vous ne pouvez pas faire tout d'un coup dire bon ben voilà, on réduit les bilans biologiques à un bilan toutes les semaines. Ok. Sauf que vous allez avoir des tas de prescripteurs qui vont vous dire bah, moi, je continue à faire mes bilans même si je ne les regarde pas. Voilà. Il faut, une fois que vous avez fait votre état des lieux, vous avez mis en route votre action de pertinence, l'évaluer. Et puis, si vous voyez que vous n'y arrivez pas, il faut comprendre pourquoi. Et comme toute action, quelle qu'elle soit, de sécurité, de qualité des soins, voilà, et régulièrement réévaluer. Et une fois que c'est acquis, en règle générale, à la différence de la sécurité, qualité des soins, une fois que c'est acquis, les notions, l'action de pertinence, en règle générale, vous avez plus de dérive. Voilà. Ça, c'est l'avantage par rapport à des actions de sécurité ou de qualité des soins. Voilà, une fois que c'est acquis, cette action, elle reste en règle générale gravée. D'ailleurs, on a du mal ensuite à les faire évoluer quand il faut les faire évoluer. Alors, je n'ai pas parlé, mais vous allez voir que vous pouvez aussi faire ce qu'on appelle des revues de pertinence, où là, on est à l'analyse de ce qu'on a fait. C'est une méthode d'analyse et ce n'est pas une méthode d'action ou de mise en place de l'action. Alors, celle que vous allez retrouver si vous allez sur le site de l'HAS, c'est celle de la pertinence des hospitalisations dans un établissement. Bon, c'est l'exemple qui est donné, mais la revue de pertinence, ben, c'est tout simplement ce que vous allez faire si vous voulez regarder à un instant T vos sondes vésicales, à un instant T les examens biologiques que vous demandez, à un instant T les prescriptions de tel type de médicaments. Tout ça, c'est ce qu'on appelle de la revue de pertinence. Et vous regardez si ces prescriptions de tel type de médicaments collent avec les indications pour lesquelles ces médicaments doivent être utilisés, s'il n'y a pas du mésusage ou des dérives d'utilisation, des dérives de durée. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la revue de pertinence, celle qui est donnée régulièrement donc, par l'HAS. C'est celle des journées d'hospitalisation. Vous pouvez le faire pour tout type de pertinence que vous mettez en place.
Voilà, celle qui est donnée par l'HAS. Hein. Donc, vous avez un patient admis ou hospitalisé, vous regardez si cette admission est pertinente. Si vous avez d'emblée, bon, vous avez un malade qui est polytraumatisé, qui est dans un lit, il vient d'arriver, voilà, admission, journée pertinente. Puis, vous avez un autre malade qui est là, qui est arrivé dans le lit, mais au fait, est-ce qu'il n'aurait pas pu avoir une autre façon d'être géré? C'est ça la question. Donc, vous allez regarder s'il est là pour des examens complémentaires, s'il est là pour un traitement particulier, s'il est là parce qu'il attend un avis diagnostique, s'il est là parce qu'il a une surveillance rapprochée. S'il a une surveillance rapprochée, vous allez avoir du mal à le mettre à la maison. Si c'est pour un avis diagnostique qui pourrait ressortir, vous êtes obligé de l'hospitaliser pour ça, vous savez que vous allez devoir travailler sur la capacité de disposer, par exemple, aux urgences, d'avis spécialisés qui vous permettent de faire ressortir le malade et éventuellement de prévoir une prise en charge, soit en hôpital de jour, soit en ambulatoire, ce qui vous permet de libérer des lits. S'il est là pour un traitement, il faut savoir si ce traitement il peut être, par exemple, mis en place en HAD, ou bien si vous avez une société de perfusion à domicile ou une infirmière à domicile qui peut éventuellement administrer ce traitement. Bon, ça, on voit beaucoup maintenant dans les services, notamment où les patients sont obligés de sortir avec des traitements anti-infectieux IV. Vous avez rapidement un relais qui s'est mis en place. Donc, tout ça, c'est venu des actions de pertinence. Si le malade est là pour des examens complémentaires, il faut savoir si ces examens complémentaires, il faut à tout prix les faire en hospitalisation, bien si le malade ne peut pas être chez lui, avoir des rendez-vous et obtenir ces examens plus rapidement. Donc voilà, c'est la revue de pertinence, elle est un petit peu là, et puis elle permet, quand vous vous êtes dit, moi je veux que tous les malades hospitalisés se soient justifiés, de travailler sur les différents points où vous voyez que ça dérape, et que vous avez un malade qui reste en hospitalisation ou qui est venu en hospitalisation parce que ça a dérapé sur un des éléments que j'ai cités. Voilà un petit peu une façon de valider ou d'inspecter une pertinence que vous voulez mettre en place. Voilà quelques exemples de prise en charge de pertinence pour avancer et presque pour finir. En gériatrie, je vais parler des sondes vésicales, mais on peut également parler du traitement des infections urinaires sur les sondes vésicales. Voilà, donc il y a des travaux qui ont été faits, notamment par le CAPS Bretagne, qui ont fait un premier audit suivi d'action en disant voilà, toute bactériurie retrouvée sur une sonde vésicale ne doit pas être traitée, sauf signe infectieux majeur. Infection urinaire neuroleptique en gériatrie. Voilà. Suite à ça, permettre la mise en place d'une action de pertinence et d'éviter une antibiothérapie sur des germes qui n'ont pas intérêt d'être traités. Pareil pour les neuroleptiques, on sait que les neuroleptiques sont des médicaments qui doivent être utilisés en cas de troubles psychotiques et on les utilise quand même de façon assez fréquente chez les gens âgés sans présence de troubles psychotiques. Donc là, il y a un travail à faire pour reprendre les ordonnances, voir les patients qui ont des neuroleptiques, pourquoi ils ont été prescrits et les supprimer. Pareil, par exemple, pour les benzodiazépines. En anesthésie-réanimation, il y a une action relativement forte de la Caisse d'assurance maladie sur les bilans préopératoires. Et depuis 2012, maintenant, on a clairement, par la Société française d'anesthésie-réanimation, des recommandations sur le bilan préopératoire. Ces recommandations, elles existent depuis tout le temps, sauf que là, la Société française les a vraiment mis en forme en disant que le bilan de coagulation, il se justifiait qu'après un interrogatoire et selon certains types d'interventions, il n'était pas systématique. Or, on voit encore, même à l'heure actuelle, demander des groupes sanguins et des bilans de coagulation pour des interventions qui n'en ont absolument pas besoin. Donc, il y a une chasse vraiment à ces bilans préopératoires. Alors, il y a différents facteurs. Des fois, c'est le chirurgien qui, pour être sûr que son malade puisse être vu en consultation d'anesthésie et être programmé en temps et en heure, fait lui-même la demande du bilan. Voilà. Donc là, il faut aussi ne pas réfléchir qu'avec les anesthésistes réanimateurs. Il faut aussi voir les chirurgiens qui sont des fois prescripteurs.
Pareil, on a aussi l'antibioprophylaxie, qui est aussi un élément de la certification, où on sait que maintenant, on a des références claires et nettes sur quelle molécule utiliser en fonction du type d'intervention, quand faut-il utiliser cette molécule. Il y a des critères de délai par rapport à l'incision qui sont clairs et nets, et il y a aussi des critères de posologie de ces molécules qui sont clairs et nets en fonction du poids du malade. La préparation cutanée et la pertinence de la préparation cutanée, elle a évolué dans le temps. Jusque très peu de temps, il fallait faire une préparation cutanée à domicile avec un antiseptique qui faisait que les patients, notamment féminins, craignaient toujours pour leur permanente de se laver à la bétadine moussante, ce que je peux comprendre. Maintenant, cette préparation cutanée a changé. On demande simplement d'avoir une douche avec un savon classique, mais encore faut-il le rechercher quand les patients rentrent au bloc. Est-ce que vous avez bien fait votre douche avant et tout ça? Et on sait que cette préparation cutanée, elle a un impact majeur sur les infections post-opératoires, un impact qui est même supérieur à celui de l'antibioprophylaxie. Après, on peut se poser la question des thérapeutiques IV ou Péros. Par exemple, on va prendre encore l'anesthésie-réanimation ou la douleur. Classiquement, en post-opératoire, on a l'habitude, pendant les 24 premières heures, de mettre le paracétamol en IV, alors que les patients, ils vont manger. Donc, autant leur donner leur paracétamol en gélule. Alors, vous allez faire des économies financières, c'est un premier point, mais vous allez surtout faire des économies de tubulure, des économies de voies veineuses et de risques infectieux sur les voies veineuses. Autant passer d'IV à Péros. Voilà. Donc, et c'est des actions qui sont pas toujours compliquées. Sauf que si dans votre logiciel de prescription à J0, de J0 à J1, le paracétamol est prescrit et protocolé en IV, si vous ne changez pas votre logiciel de prescription, vous n'arriverez jamais à passer au paracétamol en Péros parce que le docteur il va choisir le groupe de prescription et il va avoir le paracétamol en IV. Alors que la logique voudrait qu'on soit plus paracétamol en Péros et IV si nécessaire. Voilà. Donc c'est une façon de faire réussir une action de pertinence. Ce n'est pas toujours des actions compliquées, mais des fois, pour y arriver, il faut bien comprendre le mécanisme qui bloque l'action de pertinence. Voilà, donc les facteurs clés de réussite, l'action de pertinence, il ne faut pas vouloir faire de la pertinence, surtout, il faut choisir des actions qui ont un impact, qui ont du sens, qui touchent un bon nombre de patients et qui vont aller limiter éventuellement les événements indésirables, les risques. Ça, c'est des actions qui vont vraiment apporter beaucoup de choses. Pour que ça fonctionne, il faut que les acteurs soient convaincus et il faut notamment que les leaders du groupe, et donc notamment forcément les docteurs, soient convaincus de l'action. Si vous avez des docteurs qui tirent dans les pattes en disant à l'infirmière ouais, « laisse le paracétamol en IV, voilà, c'est de la connerie, tout ça », ça va être très difficile d'y arriver. Ou bien qui dit, tu vois, hein, j'avais dit, hein, ce malade-là, il vomit. Oui, mais c'est OK, c'est IV si nécessaire. Voilà. Bon, donc on va toujours, moi j'ai connu ça en anesthésie, on a toujours sorti l'élément extrêmement rare en disant, tu vois, on n'a pas demandé de groupe sanguin, là on doit transfuser le malade. Voilà. Donc, après, tu finis par dire, oui, mais vous savez, groupe sanguin ou pas groupe sanguin, on a eu le temps de faire le groupe, on a eu le temps de le transfuser, donc il n'y avait aucune urgence à demander un groupe sanguin en consultation anesthésie. Il faut, des fois, les actions de pertinence, ça peut demander une organisation revue et optimisée. Je vous ai parlé du logiciel de prescription il y a juste quelques instants. Il faut des gens qui pilotent et qui motivent, qui soient efficaces, mais c'est comme pour toutes les actions. Et puis après, il faut des indicateurs pour voir où vous allez, pour pouvoir corriger les facteurs qui vont vous empêcher de réaliser correctement cette action de pertinence. Vous avez des éléments qui peuvent vous aider, hein, le CLUD, le CLAN, le CLIN, le comité du médicament, le COMEDIMS. Tout ça sont des éléments qui sont aussi notamment, normalement, qui vont promouvoir la pertinence des soins. Ils sont là pour mettre en place justement des référentiels
vous aider. Donc, il faut pouvoir s'appuyer dessus si nécessaire quand vos actions de pertinence rentrent dans ce cadre-là. La communication des résultats, elle est importante aussi, mais il faut faire attention à ce qu'elle ne soit pas mal interprétée ou on dise ah oui, ouais, on nous a dit de ne plus faire ça, mais c'est pour gagner du temps ou gagner de l'argent, ou gagner de la ressource. Par exemple, un truc qui n'a rien à voir avec la notion de pertinence. Si vous avez vu ces derniers temps, il y a les employés de Buitoni qui ont eu le gros problème de pizza contaminée avec quand même des morts, notamment les syndicats, qui disent ah oui, mais c'est pas étonnant, de toute façon, on nous a demandé de moins nettoyer, on utilisait de la farine qui était plus chauffée, enfin bref, ils donnent les bonnes raisons pour lesquelles, voilà. Et puis ils disent oui, mais ça c'est de la faute parce on a voulu nous faire du lean management. En fait, le lean management, il ne demande pas de restreindre le temps de nettoyage, de changer la farine. Le lean management, c'est tout à fait autre chose. Donc voilà, il y a une mauvaise interprétation. Il faut faire attention quand on communique à ce qui est des interprétations qui soient tout à fait correctes. Voilà. Donc, on ne peut pas faire de pertinence, et ça c'est vrai, si vous n'avez pas une culture qualité sécurité des soins. Ça va avec. La pertinence, c'est le chapeau qui est au-dessus. Voilà. Si vous n'avez pas de qualité et de sécurité des soins, vous ne pourrez pas faire de la pertinence. Donc ça, c'est une base première. La pertinence inclut la sécurité et de la qualité des soins, ipso facto. On ne peut pas faire de pertinence si on ne prend pas l'individu. Et ça, c'est la grande différence avec tout ce qui est l'evidence-based medicine. Même si on va se baser sur l'evidence-based medicine pour mettre en place ces actions de pertinence, attention, on travaille sur de l'individu et son environnement. C'est pour ça qu'il faut aussi toujours adapter la réponse qu'on donne par rapport à l'individu, à l'environnement. Il faut planifier, c'est ce que je vous ai dit, c'est un vrai esprit du groupe ou de l'institution. Pas une personne qui peut dire bon, maintenant, ou toute l'équipe, il dit on fait de la pertinence et puis rien planifier. Non, il faut dire voilà, on va faire de l'action de pertinence, on va prendre tel type d'action et puis on va avancer là-dessus. Et puis, le dernier point, c'est faire de la pertinence, c'est pas faire des économies, mais c'est utiliser au mieux l'argent dont on dispose et les moyens surtout dont on dispose. Voilà. C'est ça la pertinence. Voilà. J'ai fini. Est-ce qu'il y a quelques questions? Ou est-ce que tout le monde dort parce que j'ai réussi à faire dormir tout le monde? Non, ça va, vous n'avez pas ce pouvoir-là. C'était très clair, en fait. Non, vous m'entendez? Oui. Oui, juste Christophe, je ne t'ai pas entendu parler de... Donc voilà, je suis hyper contente, j'ai appris plein de choses, c'est cool. Ça permet aussi de sortir la tête du guidon et de réfléchir aux choses essentielles. Juste une question, la pertinence de nos activités dans les CHU, tu vois, Oui, elle fait partie des parcours de soins. Elle fait partie de la pertinence des parcours de soins. Et est-ce qu'un CHU doit faire ceci, doit faire cela? Et s'il ne le fait plus, comment ça s'insère dans un parcours de soins? Comment on le remplace? Ça, voilà, ce sont des GHT, quoi, tu vois. Hein? Ou au niveau des GHT, enfin, je veux dire... Oui, voilà, au niveau du GHT. Mais ça, cette réflexion, je pense qu'elle commence à se mettre en place. Voilà. Ça, c'est une réflexion que les privés font sur un plan financier. Mais eux, ils n'ont pas la notion de service public. Donc, les privés, par exemple, ils peuvent très bien dire, nous, on se jette sur ce parcours de soins-là parce que, voilà, on va gagner des sous dessus, et ils laissent tomber un autre parcours de soins. Et si on prend un exemple de la métropole lilloise, hein, le regroupement des plateaux techniques des privés il y a quelques années
c'est typiquement de la pertinence du soin pour faire des parcours qui soient les plus pertinents possibles. C'est clair, mais ça, c'est la force du privé. Voilà. Après, le public, il doit aussi réussir à faire ça pour pas avoir dans un GHT deux endroits où on fait la même chose et où finalement on le fait mal parce qu'on ne met pas les moyens corrects. Alors autant rassembler et réfléchir. Le gros problème dans cette situation-là, c'est que la mobilité des patients dans l'hôpital public est beaucoup plus compliquée que dans le privé. Dans le privé, quand les gens, on leur dit, bon ben voilà, vous allez avoir tel examen là, puis tel examen là-bas, ça pose aucun problème. Les gens sont d'accord, on est dans le privé, c'est la filière. Quand vous êtes à l'hôpital public et que vous dites, vous allez avoir un examen au CHU et puis un examen à Seclin, c'est déjà moins bien vécu. Alors que c'est exactement la même chose. Mais on va vous transférer, vous allez passer de tel endroit à tel endroit, c'est beaucoup moins vécu. Bien vécu. Mais effectivement, la pertinence du type d'activité, et cette pertinence du type d'activité, elle nous échappe plus soignant, elle est plus de l'ordre institutionnel. Donc c'est pour ça que j'en parle pas trop, parce que on est plus dans des réflexions qui sont institutionnelles et voilà, bon, moi j'essaye d'être dans la pertinence terre à terre de tous les jours. D'accord, ok. Mais je peux faire aussi de la pertinence institutionnelle, ça ne me dérange pas. Merci à toi. Voilà. Vous retrouverez tous les documents que Christophe vous a présentés en lien dans le chat. Au fur et à mesure de la présentation, je vous ai mis les liens dans le chat. Voilà, merci à vous de m'avoir écouté. Merci. Ah, une petite question. Non, docteur Melk? Non, c'est bon, c'est juste pour le remercier. Il est toujours au top, docteur Cohen. Je ne sais pas. Mais... Voilà. Si. Mais la difficulté, comme tu le sais, c'est parfois quand la pertinence, elle se... pertinence, efficience, ça ne pose pas de problème. C'est très difficile en CME de faire passer des choses de pertinence quand vous savez pertinemment, c'est pour maîtriser davantage les coûts. C'est nos impôts, mais c'est très difficile de faire passer les choses au niveau de CME quand c'est le cas, quoi. Comme ce qui est dans la caisse, quoi. Oui, tout à fait. Mais ça, c'est où c'est pertinent. Et dans ce cas-là, c'est pertinent et efficient. Ou si c'est purement de l'efficience, on a le droit aussi de s'opposer. On a le droit aussi de dire, non, je ne suis pas d'accord, ok, on va le faire, mais ça ne me va pas. Voilà. On a aussi le droit de faire de la résistance quand les choses ne sont pas claires. Et on a toujours le droit, et c'est vrai pour les recommandations X, Y ou Z, on a toujours le droit de justifier sur un dossier pourquoi on n'a pas fait comme c'était prévu dans les recommandations. Ça, c'est important aussi. Mais c'est justement la notion de pertinence. Et là, je suis pertinent parce que je vais m'éloigner des recommandations, mais je le rends pertinent parce que je vous donne pourquoi. Voilà, je m'éloigne des recommandations. Merci. Voilà. Merci, au revoir. Allez, bonne journée à tous.